Avec plus de 17 millions de kilomètres, la Russie est le pays le plus grand au monde. Cependant, ce territoire a été acquis après des siècles d'expansion et des centaines de guerres. Pour connaître l'histoire de cette grande nation, il faudrait remonter à l'Antiquité, vers le 6e siècle AVM-JC, où les peuples slaves orientaux se sont installés dans la région actuelle de l'Europe de l'Est. Après la chute de l'Empire romain d'Occident en 476 après Jésus-Christ, les peuples slaves ont commencé à établir des relations commerciales avec les Byzantins du Sud et les Varegs, comme ils appelaient les Vikings de l'actuelle Suède. La ville de Kiev aurait été fondée entre les V et Xe siècles, comme point médian de la route commerciale entre les deux civilisations. Cela jetterait les bases de la fondation du premier État slave oriental connu sous le nom de Rus de Kiev, après l'unification des peuples slaves par le prince Vareg Oleg de Novgorod en l'an 882. Le christianisme, première religion des Varegs, serait dû à l'influence du byzantin sur l'organisation du Rus de Kiev. Elle a commencé avec l'arrivée des missionnaires Cyril et Méthode et a été officiellement adoptée avec le baptême de Vladimir le Grand en l'an 986. Du nom Cyril provient l'actuel alphabet russe, l'alphabet cyrillique. À ce jour, la Russie reste le pays le plus influent de l'Église orthodoxe chrétienne. Le déclin de la Rus de Kiev aurait eu lieu en 1240, après l'affaiblissement de l'économie suite à la découverte de nouvelles routes commerciales, et de celles-ci émergeraient de nouveaux principautés qui par la suite ont subi des invasions provenant de l'Empire mongol, appelé Tartare par les Russes, qui ont fondé le Khanat de la Horde d'Or, imposant la vassalité dans les États slaves. Face à cela, une grande partie de la population slave s'est regroupée dans la principauté de Moscou, qui a progressivement gagné en force jusqu'à ce qu'en 1368, après la chute de l'Empire mongol, elle prenne le devant de la scène de la région, et avec cela, l'Église chrétienne est fondée. Pendant le XVe siècle jusqu'au milieu du XVIe siècle, la Moscovie, le nom commun de cette principauté, a été gouvernée par divers princes, parmi lesquels se distingue Ivan III, qui a remporté la guerre contre la République de Novgorod, un autre des États qui a émergé après la dissolution de la Rus de Kiev, et a ensuite annexé tout son territoire. Ce dirigeant a également initié les conflits avec le Khanat de Kazan. Ivan III est suivi par Basile III, qui a annexé certaines provinces autonomes comme les principautés de Ryazan et Volokolamsk, et a également entrepris des guerres contre la communauté polono-lituanienne. De plus, il a commencé des actions contre le Khanat de Crimée, un autre des Khanats provenant de la chute de l'Empire mongol. En 1547, le Tsarat de Russie a été fondé, avec Ivan IV le Terrible, qui s'est proclamé le premier tsar. D'ailleurs, cela vient du mot César, faisant allusion à ce que la Russie deviendrait le prochain empire romain. Ses contributions ont été à la fois politiques et militaires, et ont jeté les bases de l'expansion russe vers l'Est lors de la conquête des Khanats vers la Sibérie, et étant le premier dirigeant russe à réussir à traverser les montagnes de l'Oural, c'est-à-dire le premier à faire de la Russie un pays eurasiatique. Ses successeurs continueraient à conquérir la Sibérie progressivement, étant donné que les communautés qu'ils rencontrèrent sur leur chemin étaient de plus en plus affaiblies, jusqu'à ce qu'en 1613 Michel Ier de Russie accède au pouvoir, le premier tsar de la dynastie Romanov. Et voici un spoiler pour toi. La dynastie Romanov gouvernerait la Russie sans interruption jusqu'à la Première Guerre mondiale. Sur le plan politique et militaire, Michel continuerait à étendre le territoire russe en Sibérie vers l'Est, mais sur le plan social, la majorité de la population vivrait sous un système de servitude, dans une situation où si tu naissais pauvre, tu mourrais pauvre, en plus d'être élu. Durant la guerre, le pouvoir russe permettait aux paysans de se déplacer ou d'émigrer librement. Mais quel abus, n'est-ce pas? Des années plus tard, en 1682, Pierre Ier accéderait au pouvoir, surnommé Pierre le Grand, qui, face à une nation qui était restée technologiquement et économiquement dans le temps, donne à la Russie le statut de puissance mondiale et fonderait l'Empire russe en 1721, se proclamant premier empereur. Tout cela grâce à ses voyages en Europe occidentale et ses idées pour la modernisation de l'armée et la création de la force navale russe. Elle est suivie par une série de tsars, parmi lesquels se distingue Catherine II ou Catherine la Grande, qui, après avoir vaincu l'Empire ottoman et la communauté polono-lituanienne, réussit à étendre le territoire jusqu'à la mer Noire au sud et l'Europe centrale à l'ouest, en plus d'atteindre l'Amérique après avoir officiellement conquis le territoire de l'Alaska en 1784. Des années plus tard, Alexandre Ier régnerait, qui affronterait les guerres napoléoniennes entre 1803 et 1815.
La position de la Russie pendant ces conflits a d'abord été celle d'un allié de la France, après la signature du traité de Tilsit en 1807. Mais Napoléon rompt les accords avec la Russie et l'envahit en 1812, sa campagne la plus désastreuse, car malgré leur arrivée à Moscou, les Russes ne se sont pas rendus et ont brûlé les champs environnants, ce qui a conduit les Français à périr de faim et de froid pendant l'hiver, ce qui a finalement conduit à la défaite de la Grande Armée. Après la victoire lors de ces guerres, la Russie a pu annexer la Finlande, la Moldavie et une partie du Grand-Duché de Varsovie. Pendant les gouvernements suivants, comme ceux de Nicolas Ier et Alexandre II, l'Empire a continué à s'étendre en Asie centrale, obtenant le territoire des actuels Kazakhstan, Ouzbékistan et Turkménistan. Il faut dire que cette carte ressemble déjà beaucoup à celle de l'Union soviétique. Cependant, cette expansion a été freinée par le Sud-Est, lors de la guerre de Crimée contre les Français et les Britanniques, qui soutenaient les Ottomans. Sur le plan social, la réforme émancipatrice de 1861 qui a aboli la servitude est à noter. Certains historiens disent que c'est officiellement la fin du féodalisme. Oui, la Russie a fait descendre jusqu'à ce point. Pendant cette période, la Russie est restée à l'écart de la révolution industrielle et a pris du retard par rapport aux puissances occidentales européennes. Avec cela, le dernier empereur, Nicolas II, arriverait au pouvoir. Certains disent manipulé par le mystique Raspoutine, qui a conduit la Russie à des campagnes militaires désastreuses, comme la guerre russo-marcona en 1905, et par la suite, l'entrée dans la Première Guerre mondiale du côté des Alliés, laissant une Russie dévastée et en profonde crise politique et sociale. Face à la colère de la population et de la milice, deux révolutions ont secoué la Russie en 1917. La première en février, où Nicolas a été renversé, qui serait plus tard assassiné avec toute sa famille en 1918, et un gouvernement prohibitionniste a également été formé qui était sous pression et exigé par les soviets ou conseils de travailleurs dirigés par des groupes socialistes radicaux d'idéologie marxiste. Et puis la deuxième révolution, celle d'octobre, dans laquelle le parti bolchevique, dirigé par Vladimir Lénine, renverse le gouvernement prohibitionniste russe et prend le pouvoir en fondant la République socialiste fédérative soviétique de Russie et déclenche la guerre civile russe entre l'armée rouge, les bolcheviks et le mouvement blanc, le gouvernement russe. Cette guerre se termine par une victoire divisée des bolcheviks et aboutit également à l'indépendance de la Pologne, de la Finlande et des États baltes. De plus, le nom est modifié par celui de l'Union des républiques socialistes soviétiques ou Union soviétique, son nom le plus commercial, initialement composé de 12 républiques. Après la mort de Lénine en 1924, Joseph Vissarionovitch Djoudjoukashvili, plus connu sous le nom de Joseph Staline d'origine géorgienne, prendrait le pouvoir. Staline est l'un des personnages les plus controversés de l'histoire, car d'un côté il a rendu à la Russie son statut de puissance mondiale, mais d'un autre côté, il est considéré comme l'un des plus grands génocidaires de l'histoire, car quiconque osait contredire le régime était assassiné. Parmi ses idées, figurait celle de récupérer le territoire perdu pendant la guerre civile, et celle d'étendre son idéologie communiste à travers le monde. Le monde entrait à nouveau en tension dans les années 30, c'est pourquoi Staline signe un pacte de non-agression avec Hitler peu avant le début de la Seconde Guerre mondiale, dans lequel il se partagerait les territoires convoités, en plus de se partager l'Europe en sphère d'influence. Les deux signataires ont donné le coup d'envoi à cet événement sanglant avec l'invasion de la Pologne en 1939. Staline a ensuite envahi la Finlande dans une campagne désastreuse, n'annexant que de petits territoires. Face à la faiblesse montrée, Hitler en profite et rompt le pacte de non-agression, envahissant l'Union soviétique en 1941. Curieusement, Hitler a connu un sort similaire à celui de Napoléon. Malgré un début avec certaines victoires qui lui ont permis de progresser, les Allemands ont péri face au froid hivernal et ont progressivement reculé. Ils seraient ensuite défaits et l'Union soviétique remporterait la guerre aux côtés des Alliés, malgré plus de 25 millions de pertes humaines. Après cette guerre, les républiques baltes sont redevenues une partie du territoire soviétique, portant désormais à 15 le nombre de républiques, et l'Union soviétique a étendu sa sphère d'influence à l'Europe de l'Est vers l'Allemagne de l'Est, la Pologne, la Tchécoslovaquie, la Hongrie, la Roumanie et la Bulgarie. Ce serait également le début de la guerre froide entre 1945 et 1991, où les superpuissances émergentes, l'Union soviétique et les États-Unis,
commencerait la course aux armements, spatiales, économiques et surtout politiques, en s'impliquant dans diverses guerres pendant cette période, afin d'étendre leurs influences communistes et capitalistes respectivement, y compris la guerre de Corée du Vietnam du Yom Kippour entre autres. Après un affaiblissement progressif de l'Union soviétique causé par la bureaucratisation, la stagnation technologique et une crise économique interne, la guerre froide se terminerait en 1991, après certains événements tels que la chute du mur de Berlin. Avec cela, l'Union soviétique se désintégrerait, le dernier dirigeant étant Mikhaïl Gorbatchev, avec sa réforme économique de la perestroïka, et on passerait à la fondation de la Fédération russe, avec Boris Eltsine comme premier président. Eltsine a été succédé en 2000 par Vladimir Poutine, ancien fonctionnaire du KGB, dont le premier mandat durerait jusqu'en 2008 et serait réélu en 2012 jusqu'à aujourd'hui. Plusieurs analystes disent que Poutine a redonné à la Russie le statut de puissance mondiale et a dû faire face à certaines tentatives de séparatisme comme en Tchétchénie et en Crimée. La Russie est de nouveau montée sur la scène mondiale, comme toujours, face à des milliers de controverses, influençant des conflits d'intérêt international comme en Syrie. On dit donc que malgré la paix dans laquelle nous vivons aujourd'hui, nous pourrions être susceptibles d'assister à une deuxième guerre froide. Qu'en penses-tu ? Laissez votre commentaire et n'oubliez pas de me soutenir avec un like. Dites-moi de quel pays vous aimeriez que je parle dans ma prochaine vidéo. Et abonnez-vous à ma chaîne pour plus de contenu. À la prochaine!